Nous, journalistes indépendants, prenons aujourd'hui des risques pour continuer à vous proposer une information libre au service des citoyens, de la diversité des opinions et de la liberté de penser par soi-même. Si ce travail vous semble essentiel, merci de soutenir mon média en ligne, Planète Vagabonde Média, en parallèle à cette chaîne gratuite, en souscrivant un abonnement annuel pour 97 francs par an seulement. Vos soutiens est une bouffée d'oxygène dans un monde où il en manque de plus en plus. Alors, merci d'avance. Bonjour François Mélan, Bonjour. je suis très contente de vous donner la parole à bord de ma petite roulotte Mandoline au château de la Fosselière en Vendée. J'ai une petite résidence secondaire qui est cette roulotte, que je loue d'ailleurs occasionnellement pour les petits séjours, pour les retraites en amoureux ou en solitaire, dans ce merveilleux parc du château de la Fosselière en Vendée, à 1 heure au sud de Nantes et à quelques kilomètres du Puy du Fou. Donc c'est un beau cadre pour parler d'un sujet complexe, mais on a toujours besoin de s'entourer d'inspiration et de beauté pour traverser les épreuves, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à bord de Mandoline, cher François. Je vous présente en quelques minutes, enfin en quelques secondes. J'aimerais déjà aussi m'excuser auprès de mes auditeurs. Je prendrai peut-être un peu plus la parole ce soir, vous comprendrez pourquoi. Non pas pour occuper le terrain, mais parce que c'est un sujet cher à mon cœur. L'Iran aujourd'hui et nos amis iraniens. François, vous êtes gestionnaire de fortune et éditorialiste suisse engagé. Vous êtes un ancien officier militaire du renseignement suisse. Vous êtes reconnu pour vos analyses sociétales, géopolitiques et médiatiques avisées. Vos interventions libres et indépendantes dans les médias, en particulier alternatifs, explorent les enjeux de souveraineté de la politique suisse en particulier et internationale, des enjeux d'information et de liberté d'expression, avec une approche à la fois rigoureuse et profondément humaniste, ce qui vous rend finalement, comment dire, vous êtes un chroniqueur attachant et à la fois attachant et rigoureux. Et c'est pour ça que je suis toute contente de vous avoir sur Planète Vagabonde. Alors ensemble, François, on va prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se joue en Iran. À travers notre échange, nous vous proposons d'explorer cette guerre selon plusieurs niveaux, dans l'esprit d'ailleurs de ma chronique de géopolitique par Fractal sur Planète Vagabonde Média et que j'ai intitulé Relovution, du récit médiatique de base aux dimensions plus profondes qui traversent les peuples et les consciences. L'intention n'est pas de juger ici, ni de diviser, mais d'éclairer, de questionner et d'ouvrir un espace de compréhension plus large où lucidité et compassion peuvent coexister. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais apporter un élément important, c'est que j'ai été chargée de communication auprès du CICR en Iran pendant la guerre, en Irak, pays voisin, en 2003. Dans le contexte de la guerre en Irak, le CICR en Iran avait surtout un rôle de base arrière humanitaire. Il utilisait le territoire iranien pour acheminer des secours vers l'Irak, soutenir les populations affectées et maintenir des services comme la recherche de personnes disparues et le rétablissement des liens familiaux. Alors j'ai travaillé à Téhéran pendant 1 an et j'ai eu la chance de pouvoir m'immerger dans cette culture inspirante, de rencontrer des décideurs respectables et un peuple profondément pacifiste et humaniste. J'ai gardé plusieurs amis en Iran dont je suis évidemment sans nouvelles depuis le 28 février. Et j'aimerais, par cet entretien, rendre hommage au courage d'un pays dont nous devrions prendre exemple dans bien plus de domaines que nous ne le pensons. Voilà pour ma petite intro. Cher François, comment analysez-vous la manière dont la guerre en Iran est présentée aujourd'hui,
Quel récit domine et que laisse-t-il dans l'ombre? Alors tout d'abord, Isabelle, merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet qui est somme toute grave. C'est une guerre de plus, une de trop. Comment réagir à ce qui se passe, ou plutôt à comment est-ce que c'est présenté? Moi, je dirais déjà, de premier abord, qu'on ne connaît pas du tout l'Iran. Alors vous, Isabelle, vous avez la chance de le connaître, mais la grande majorité des gens en Occident et surtout des gens qui s'expriment sur les plateaux de télévision ne connaissent pas l'Iran, ne connaissent pas la diversité, la multiple, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, donc les multiples facettes de cette population, de ce peuple, de cette nation, qui a, selon certains, qui a minimum 2500 ans d'histoire. C'est deux, on est face à deux forces hégémoniques et impérialistes et coloniales. Les États-Unis qui vont célébrer leurs 250 ans d'histoire cette année et Israël qui a à peine 80 ans d'histoire, qui ont agressé, ce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, sans aucune résolution de l'ONU, en faisant usage de perfidie, puisque les États-Unis étaient en train de négocier. Elles avaient déjà effectué deux cycles de négociations à Genève. On était d'ailleurs non, on était très fiers d'ailleurs que ça se passe à Genève sous la supervision du sultanat d'Oman. D'ailleurs, dans la villa du sultanat d'Oman, près des Nations Unies à Genève, et un troisième cycle était prévu. D'ailleurs, au terme du second cycle, tout le monde était d'accord pour s'accorder de dire qu'il y avait des grands progrès qui avaient été effectués. L'Iran avait concédé des choses qu'on demanderait à personne d'autre. Ça veut dire des choses élémentaires la, qui touchent la souveraineté la plus élémentaire. C'est-à-dire une chose, par exemple, un plan, c'est de stocker une partie de son uranium enrichi à des fins civiles, ce qui est le droit de tous les pays, de le stocker ou plutôt de l'entreposer dans un pays tiers, comme garant. Et l'Iran était d'accord, avait concédé d'autres choses, une fois de plus, qu'on n'oserait demander à personne d'autre. Et un troisième cycle était prévu le lundi 2 mars, cette fois-ci à Vienne, en Autriche. Et c'est entre le deuxième et le troisième cycle, sans crier gare, que Israël, plutôt les Israéliens, plutôt les autorités israéliennes, plus précisément, parce que ça ne représente pas Israël, les autorités israéliennes et les États-Unis, M. Trump, ont décidé, une fois de plus avec perfidie, donc la perfidie, ça veut dire qu'ils ont fait croire durant des semaines qu'ils voulaient trouver un terrain d'entente et ils ont profité de ça, c'est-à-dire qu'ils ont profité que l'autre partie à la table des négociations avait baissé la garde pour attaquer, on peut dire lâchement, un samedi matin, donc le 28 février, et attaquer l'Iran. Ça veut dire que c'est une agression pure et simple, une agression qui est caractérisée d'une extrême gravité parce que ça se fait par perfidie. C'est un crime de guerre, la perfidie. C'est pas la première fois que ça se produit. On a déjà vécu ça le 13 juin de l'année passée, de l'année 2025. Et ce qui est étonnant, c'est que normalement, le fameux samedi 28 février, on aurait dû voir une levée de boucliers, une levée d'indignation mondiale depuis déjà les chantres des Nations Unies à New York, et qui aurait dû normalement indigner et soulever dans la protestation toutes les chancelleries occidentales. Rien n'était le cas. En fait, c'était pas comme ça. Ça s'est pas passé comme Hormis, ça. je crois, l'Espagne, qui a quand même Alors dénoncé l'Espagne, l'agression. alors l'Espagne, plus précisément Pedro Sanchez, puisque Oui. il n'a pas forcément le soutien du moitié de l'Espagne, c'est-à-dire la moitié de droite du PP, qui est représentée par les deux partis politiques de droite, le PP et Vox, qui préfèrent, parce que comme ça, comme l'idée, comme la posture vient de la gauche,
Le problème de l'Espagne, l'Espagne est restée engluée dans l'histoire des deux Espagnes, c'est-à-dire la gauche et la droite qui se haïssent, et il suffit qu'une idée vienne de l'autre partie, même si c'est une idée qui est juste et qui est dans le courant de l'histoire, automatiquement ça critiqué. Mais en tout cas, par le gouvernement de Pedro Sanchez, qui, on peut dire, qui sauve en quelque sorte, qui sauve l'honneur de l'Europe, qui sauve l'honneur du vieux continent, et qui persiste, et qui persiste, et qui persiste. Et c'est très très bien, Isabelle, de souligner le cas de l'Espagne parce que par rapport à ça, l'Espagne, uniquement en défendant le droit international, en disant on condamne ce que vous venez de faire, on n'agresse pas comme ça aujourd'hui en 2026 un État-nation, en plus de ça qui est en train de négocier, qui avait concédé beaucoup de choses, mais en plus, l'Espagne a, euh, a opposé une fin de non-recevoir à M. Trump quand M. Trump lui a demandé de pouvoir utiliser les bases militaires espagnoles dans le cadre de l'opération militaire, plus que l'opération militaire, en fait, d'une agression lâche et par perfidie contre l'Iran. Et l'Espagne a dit non, on ne va pas être complice de ça. Si c'était pour une opération humanitaire, si c'était pour n'importe quelle autre action, bien sûr, on mettrait nos bases militaires à disposition, mais pas pour aller agresser comme ça un État-nation. Et Trump a automatiquement réagi avec des injures et on peut dire avec un ultimatum en disant même voilà, puis c'est comme ça, on va mettre un terme à toute relation commerciale avec vous. L'Espagne, de toute manière, on n'a pas, de toute façon, vous avez, est-ce qu'il n'y a rien chez vous quand on a besoin, on n'a rien, on n'a pas besoin de vous, et on va mettre un terme à toute relation commerciale. C'est-à-dire que on voit à quel point Trump, donc le président Donald Trump et, euh, et son cabinet incarnent aujourd'hui en 2026 une attitude de gangster. De gangsters. Ce sont des criminels et des gangsters et à quel point il y a cette passivité de la part de nos chancelleries. Heureusement, on a vu pas plus tard qu'hier que l'Allemagne a aussi opposé une fin de non-recevoir et plus étonnamment, la Grande-Bretagne, qui a toujours suivi aveuglément donc le SAM et qui a aussi dit non, bah, ça ne concerne pas, vous êtes mis dans cette situation seul. Il ne faut pas oublier que les États-Unis n'avaient prévenu personne et n'avaient consulté aucun de leurs alliés. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on vienne vous aider, notamment plus particulièrement dans le détroit d'Ormuz, alors que vous nous avez ni consulté, Ouais. vous nous avez mis dans une situation grave sur le plan énergétique. Et il ne faut pas oublier que c'est un peu fort de café de demander aux Européens une aide aujourd'hui, après leur avoir imposé depuis 12 mois une guerre des droits de douane une fois de plus, comment est-ce qu'on peut dire ça de manière gangster, de manière brigand, une fois de plus basé sur le chantage, sur l'unilatéralisme, et puis en plus de ça, avec les menaces d'annexion du Groenland en début d'année. Donc c'était un peu fort le café. On se rend compte à quel point Donald Trump incarne aujourd'hui une équipe de brigands qui sûrement pas limité uniquement à la Maison Blanche. Alors face effectivement à la muflerie barbare et à l'agressivité des forces américano-sionistes contre le peuple iranien, que pensez-vous à l'inverse de la stratégie de défense des Iraniens qui semble en surprendre plus d'un, tant par la force, l'intelligence de sa stratégie euh, de défense que par une certaine forme de panache et de courage. Voulez-vous commenter? Oui, alors bien sûr, avant ceci, j'espère qu'on viendra un peu plus tard aussi sur le comportement ou plutôt sur l'enseignement de cet épisode de nouveau malheureux, de cet épisode guerrier par rapport à la diaspora, parce Oui, qu'on en apprend aussi beaucoup par rapport à la absolument. C'est une des diaspora. questions. Et il y a beaucoup à dire sur cette diaspora iranienne, C'est dans sous nos le... latitudes. on Maintenant, en par reviendra. rapport à la défense, alors, par rapport à la défense, ben moi-même qui ai une formation militaire, qui ai une formation académique militaire, je suis impressionné, mais je ne suis pas le seul, puisque même les États-Unis l'admettent, qu'ils ne pensaient pas, ils ne s'attendaient pas à une telle réaction de la part de l'Iran. Comment est-ce qu'on peut dire ça, une telle riposte? Une riposte
à ce point réfléchie et minutieuse. Ça veut dire que, premièrement, déjà, sur le plan du commandement, sur le plan du commandement, on réalise que l'Iran a un commandement qui est décentralisé, en fait, que c'est contraire à ce qu'on pourrait imaginer quand on nous parle d'une théocratie ou quand on nous parle d'une dictature, où tout est centralisé sur une personnalisation du pouvoir. Là, c'est pas le cas. C'est une, euh, on voit que l'Iran s'est doté très rapidement d'une constitution et que c'est un pays qui fonctionne avec des institutions et avec un commandement qui est décentralisé où les commandants, chacun des commandants a beaucoup de liberté de manœuvre. Chacun des commandants a automatiquement, donc c'est un commandement qui fonctionne à 4 niveaux. Chacun des commandants a automatiquement déjà désigné un remplaçant. Le remplaçant a désigné un autre remplaçant et le remplaçant a désigné un autre remplaçant. Et comment ils avaient déjà préparé le coup, et pourtant ils avaient prévenu, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas prévenu, ils ont passé des semaines à prévenir. Ils ont passé à des prévenir, ça devenait presque, comment est-ce qu'on peut dire, c'était presque mal à l'aise, en fait on était presque mal à l'aise de voir comment est-ce qu'ils menaçaient de riposte, ils menaçaient de réaction, il nous disait, cette fois, ce ne sera pas la même chose. Bon, Trump, il y a quelques semaines, il a eu encore l'outrecuidance de proposer, parce que Trump, bien sûr, on l'a tous compris que Trump ne maîtrise pas cette situation et que cette situation lui a totalement échappé, mais dès le départ, en fait, c'est pas la guerre de Trump, c'est la guerre de Netanyahou. Et puis pour trouver une situation, une sortie honorable, il avait proposé à l'Iran, donc avant l'agression, si c'était possible de faire comme en 2025, donc comme l'année passée, d'aller bombarder un endroit ou quelques infrastructures qui auraient été vidées préalablement pour donner le change sur le plan médiatique et dire voilà, on a fait quelque chose. Et puis on a gagné. Une fois de plus, on a gagné contre l'Iran. Une fois de plus, on a désarmé contre l'Iran. Ce qu'ils ont prétendu, ce que Trump avait prétendu l'année dernière, et on se rend compte aujourd'hui que c'était faux. C'était une fois de plus, c'était que de la communication. Et l'Iran avait bien prévenu, ils avaient dit non, c'est fini, cette fois c'est terminé. Vous avez pris on a pris notre mal en patience. Vous vous êtes tellement moqué de nous, ça fait des années que vous vous moquez de nous, qu'on en a marre de chaque fois, tous les 6 mois ou toutes les années, de remettre le plateau et de devoir chaque fois reprendre quelques bombes sur la tête et de ne rien dire. Maintenant, c'est terminé. Réfléchissez bien. Si vous le refaites, si vous recomportez de cette manière, cette fois-ci, la riposte, la réponse sera adéquate, appropriée, elle sera réelle. Et on sait quand ça commence, mais on ne sait pas où ça finira et comment ça finira. Et l'Iran avait bien préparé ça. Quand l'Iran s'attaque, il y a 40% de leurs systèmes d'armes qui se sont dédiés à l'État d'Israël jusqu'à maintenant et 60% aux États du Golfe, ce ne sont pas les États du Golfe proprement dit. Ce sont les bases militaires des États du Golfe. Quand, par exemple, dans une monarchie du Golfe, un hôtel a été visé dans les premières nuits du conflit, cet hôtel, les étages qui ont été visés, c'est des étages dans lesquels se réunissaient des gens de la CIA ou des gens d'état-major américain. Ça veut dire que l'Iran a et à juste titre, a établi légitime que toute présence militaire américaine dans le Golfe était une cible, était automatiquement une cible. Et ce faisant, l'Iran a rapidement touché toutes les stations radars du Golfe en rendant la conduite des opérations pour les Américains donc aveugle. D'ailleurs, les Américains se font aider et guider par les Israéliens aujourd'hui, parce que sinon, par leurs propres sources, ils sont aveugles. Et aussi pour bien expliquer aux monarchies du Golfe que la présence américaine sur leur sol n'était pas un gage de sécurité, mais au contraire, c'était plutôt un gage d'exposition et de risque. À ceci, il faut rajouter qu'il y a des attaques aussi sous faux drapeau. Moi, j'étais à Chypre, pas plus tard que la semaine dernière, où dans la nuit du 2 au 3 mars, un Shahid, un, donc un drone suicide, donc un drone kamikaze Shahid s'est écrasé sur l'aérodrome militaire britannique de Chypre durant la nuit. Je m'excuse, en faisant que
en faisant que des dégâts légers, aucune victime. C'était pendant la nuit, une nuit de dimanche à lundi. Et puis, c'est vrai que c'est tout à fait possible que ce soit l'Iran, puisque l'Iran est à 1250 kilomètres de cette base militaire qui est sur Chypre, donc une base britannique, est à 320 kilomètres du Liban et d'Israël. Donc là, quand on parle du Liban, ben, on parle de Hezbollah. Donc c'est tout à fait possible que ce tir soit venu soit du Liban, soit de l'Iran. Par contre, ce tir a été démenti. Donc, comment est-ce qu'on peut dire démenti? Oui, donc il a été, en fait, il a été, Et c'est prouvé donc la paternité de ce tir ouais, a été déniée par les autorités, par les autorités iraniennes. Et puis, moi-même qui me suis déplacé, j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer d'autres journalistes, et notamment une journaliste iranienne qui est basée à Londres pour un média britannique. Et sur place, sur la base et dans les alentours de la base, en parlant un peu avec tout le monde, personne n'y croit. Tout le monde, bien sûr, que ce drone kamikaze s'est écrasé sur le site de Chypre, mais on assimile tout ça maintenant à une attaque sous faux drapeau. Ça veut dire que c'était une provocation faite soit par les Américains, soit par les Israéliens, pour provoquer Chypre, qui est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN, pour provoquer que Chypre demande l'activation de l'article 5 de la charte de l'OTAN, donc, le pacte Atlantique Nord. La seule fois que l'article 5 a été activé au cours de l'histoire de l'OTAN, c'était les États-Unis après les attaques du 11 septembre 2001. Et là, le but avait été de provoquer Chypre, en fait, provoquer l'OTAN par Chypre et euh, que l'OTAN soit embarquée dans cette histoire. Heureusement, tant les autorités chypriotes que les autorités grecques et la Turquie, ainsi que tous les pays limitrophes, ont gardé leur sang-froid et ont dit non, non, on va pas. Alors bien sûr qu'ils ont renforcé la sécurité de Chypre. On a vu la réaction des Allemands, des Britanniques, des Grecs et des Français qui ont renforcé en envoyant des frégates, même d'ailleurs les Espagnols, pour renforcer Chypre, qui est sur qui est sur l'Asie occidentale et qui est notre première et qui est la première barrière ou le premier rempart de l'OTAN, en fait, la construction atlantique par rapport au Moyen-Orient. Mais heureusement, l'article 5 n'a pas été sollicité, mais c'était une attaque sous faux drapeau, réellement sous faux drapeau, et il faut s'attendre encore à ça. Rappelons que les États-Unis et Israël ont la paternité de beaucoup d'attaques sous faux drapeau. Pour pas aller trop loin, on se rappelle encore Daesh, derrière laquelle on trouvait derrière cette organisation la marque, on trouve, parce qu'il y a aussi le Qatar, mais on trouvait aussi les Anglais, les Français, les États-Unis et Israël. Et Daesh, pour la petite histoire, euh, Daesh a été contenu, circoncis à partir de 2016 et vaincu par l'intervention des Russes, mais aussi beaucoup par l'intervention des Kurdes et des Iraniens. Les Iraniens étaient en première ligne pour combattre Daesh, et ça, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, donc en plus de ça, ce qu'on essaye de provoquer des attaques, pas qu'on les provoque, mais on mène des attaques sous faux drapeau pour, pour encourager, ou plutôt pour amener le monde dans ce conflit qui n'est pas notre conflit, qui n'est pas notre guerre. Je profite juste de renvoyer nos auditeurs sur les enquêtes du grand journaliste d'investigation suédois Oleda Megard, qui est le grand expert depuis 40 ans de l'analyse des attaques sous faux drapeau. Je vous invite à aller découvrir son site internet lightonconspiracies.com qui commente et prouve ces attaques, ces opérations dites terroristes, mais dont la paternité, malheureusement, n'est pas celle que l'on croit. François, avant de revenir à la stratégie militaire américaine, cette fois, je voulais encore rester du côté des Iraniens. Quel rôle joue, selon vous, l'histoire et la culture iranienne, voire perse, hein, dans cette capacité de résilience collective, dans cette intelligence de la défense et dans ce lien apparent entre une partie du peuple et ses dirigeants, quels que soient leurs défauts, quelles que soient leurs failles, et ce qui peut leur être reproché, qui n'est pas pire que ce que l'on voit aujourd'hui d'ailleurs au niveau de nos dirigeants. On y reviendra plus tard, j'en parlerai un peu plus loin.
alors déjà, ce qui est surprenant, une fois de plus, c'est comment et combien est-ce qu'on a pu sous-estimer l'Iran, pas seulement dans nos chancelleries occidentales, mais surtout sur les plateaux de télévision. Parce que, comme je disais tout à l'heure, donc l'Iran avait préparé une riposte qui est adéquate, qui est donc alors calibrée, vraiment calibrée, avec une décentralisation du commandement de la riposte, avec des armes qu'on soupçonnait même pas, donc des nouveaux missiles qu'on soupçonnait même pas, une occupation du territoire. Il faut dire que c'est quand même plus grand que la France. Il faut dire que c'est plus de 3 fois la France quand même, avec un terrain très accidenté, très très montagneux. Donc ils connaissent très bien le terrain. Et puis l'Iran donne l'impression d'avoir un coup d'avance, d'avoir, si ce n'est un, même voire deux coups d'avance. Ça, c'est pour vous dire que la suite, elle est déjà écrite pour les Iraniens. Ça veut dire que vous pensez bien que s'ils ont pu enterrer pareillement leur système de missiles, leur système de lancement, et leurs réserves, et leur système d'armes, vous pensez bien que s'ils ont pareillement exploité la nature de leur sol, qu'ils connaissent parfaitement, ce qui n'est pas notre cas, ils l'ont aussi exploité pour autre chose. Ça veut dire que pour la séquence suivante, en fait, l'une des séquences suivantes qui risque, en cas d'engagement terrestre, et j'ai cru comprendre aujourd'hui que ça avait été autorisé par le Pentagone, donc il y aura un engagement terrestre américain prochainement sur le sol iranien. Alors là, ça va faire mal parce que toute cette utilisation du sol, toute cette utilisation du terrain que les Iraniens maîtrisent parfaitement, vous savez ce qui va se passer? La séquence suivante, ça va être un combat qui va se faire depuis les sous-sols, en fait, qui va se faire depuis les galeries et les tunnels, comme on l'a vu à Gaza avec le Hamas, ou comme on le voit avec le Hezbollah sur le sud Liban, ça va être la même chose, mais multiplié à une échelle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Donc, il faut que M. Trump se prépare à aller souhaiter ses condoléances à beaucoup de familles américaines, parce qu'on est qu'au début de ce qui va être un massacre. Les Iraniens ont prévu, euh, ils ont, ils ont vraiment un, voire deux coups d'avance. Et puis par rapport à la précision de leur frappe, et puis par rapport euh, à la profondeur du magasin, quand on appelle la profondeur du magasin, ça veut dire qu'est-ce qu'on a en stock en termes de munitions. Ben, on peut compter, croyez-moi, on peut compter sur l'apport de la Russie et de la Chine, qui sont très très fins aussi, qui sont très intelligents pour éviter toute escalade fonçant sous-main, fonçant de manière discrète, tout en appelant un retour à la table des négociations, tout en appelant à un cessez-le-feu de part et d'autre, mais en même temps, quotidiennement, ils alimentent, ils guident, ils aident logistiquement sur le plan du renseignement et sur le plan de l'infosphère, donc c'est-à-dire de l'espace, de l'utilisation de l'espace, ils aident de manière très très pertinente l'Iran. Donc l'Iran, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette fois-ci n'est pas seul, parce que malheureusement, l'Iran a été souvent, au cours de l'histoire contemporaine, a été Comment? souvent seul contre tout le monde. Mhm. Alors, pour cette fois développer un petit peu la stratégie militaire américano-sioniste, je préfère parler d'américano-sionisme plutôt qu'américaine parce que ce serait un petit peu généralisé. Je pense que tous les Américains ne sont pas représentés par leur gouvernement actuel et s'opposent aussi à cette guerre. Donc parlons plutôt de stratégie américano-sioniste. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle semble extrêmement puérile et hasardeuse. Je m'explique. Comment s'imaginer qu'en allant tuer chez lui le dirigeant iranien et toute sa famille, donc le pape qui épuisait le pape des chiites, comment s'imaginer qu'en allant tuer cet homme et toute sa famille, on n'allait pas faire de lui un martyr et du même coup rassembler le peuple derrière le pouvoir au lieu de l'encourager à se retourner contre lui, ce que souhaitait ou ce qu'espérait Trump. C'est extrêmement contre-productif. Également, massacrer des centaines de petites filles dans une école, c'est tout sauf rallier la population civile de l'adversaire à sa propre cause. Ou est-ce que c'est voulu finalement de faire en sorte que euh, on jette les États-Unis dans la gueule du loup à ce point, quitte à détruire l'Empire américain et à le laisser s'effondrer, parce que là,
clairement, les États-Unis ne peuvent pas se sortir indemnes de cette guerre. Donc, qu'en pensez-vous? Alors, déjà, c'est très très bien de dire que c'est en fait, de ramener la responsabilité aux vrais responsables, parce que selon les dernières analyses que j'ai lues, les dernières statistiques disaient que seulement 40% de la population américaine soutient cette attaque. Donc 40%, ça veut dire que euh, n'oublions pas que le 3 novembre prochain, donc il y aura les élections du mi-terme, donc il y aura les élections de mi-mandat pour Trump. Il est mal barré, il est vraiment mal barré. Si maintenant il a déjà 60% de la population qui est contre lui aux États-Unis. Maintenant, pour l'histoire de ce Tomahawk qui a pulvérisé cette école, euh, ça démontre alors deux choses. Premièrement, ça démontre une faille, une faiblesse dans le renseignement américain ou israélien, parce qu'à cet endroit-là, à l'époque, il y a eu réellement une structure militaire, une infrastructure militaire. C'est une infrastructure qui appartenait à la marine militaire iranienne, mais qui n'existe plus depuis minimum une décennie. Et à la place, il y avait une école. Ça veut dire que le renseignement initialement était mauvais, ou alors, et ça, il faudra aussi faire toute la lumière, parce que vous savez ce qui s'est passé par exemple à Gaza, où beaucoup de cibles ont été déterminées plutôt à cause ou avec l'intelligence artificielle. Si cette cible a été déterminée avec l'intelligence artificielle, il y a de quoi aussi s'inquiéter Ouais. que les Américains n'aient pas délibérément choisi de massacrer, de faire un tel massacre, on veut bien le croire, parce que parce qu'il serait quand même, ça serait plus que monstrueux, ça serait satanique. Donc il y a une erreur sur le plan du renseignement ou sur le plan de l'intelligence artificielle. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est-ce que ça a été traité? Comment ce drame a été traité? Aucune condamnation occidentale, aucune indignation occidentale, strictement rien. Et Trump s'en lave les mains. Donald Trump s'en est lavé les mains face à la presse dans le bureau ovale, au lieu de regretter, au lieu de transmettre les condoléances aux pays, aux familles, au lieu de dire on va réparer, on va indemniser les familles. Rien, rien. Ça veut dire que ça montre à quel point, en plus d'être totalement incompétents, ces gens-là sont suprémacistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les Iraniens sont, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, que c'est une sous-race ou que ce sont des gens qui n'ont pas d'importance, que un mort américain vaut beaucoup plus que X morts euh, iraniens. Mais en tout cas, de cette tragédie, c'est clair que l'administration américaine n'en sort pas grandie. Mais une fois de plus, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'étonne, ce qui m'interpelle, c'est la lâcheté et la passivité des chancelleries occidentales. Ou quand je voyais sur le magazine L'Illustré récemment, sur la première couverture de L'Illustré, il me semble, si je ne me trompe pas, où on voit l'ancienne conseillère fédérale socialiste Micheline Camilleri qui disait on est tous contents que les Américains fassent le sale boulot, mais alors j'ai pas été acheté l'illustré pour lire l'entier de l'interview parce que franchement cette personne ne m'a jamais intéressé. Micheline Camille Ray, elle a pour moi fait beaucoup de bourdes quand on est au Conseil fédéral et déjà avant. Par contre, qu'on puisse être qu'on puisse être pareillement en C'est dessous de tout, cynique. parce que parce que n'oublions pas, on arrive toujours à la même chose, Isabelle. Les jeunes, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui nous observent. Enfin, il y a des jeunes générations ici en Occident qui nous observent et qui regardent comment, avec étonnement, avec effroi, comment est-ce qu'on gère le monde qui n'est pas le nôtre, mais celui qu'on va leur laisser, et qu'on se comporte pareillement, qu'on voie ces drames, ces fillettes, ces adolescentes qui sont massacrées, soi-disant par des gens qui ont la prétention de venir libérer les femmes en Iran et qui commencent par massacrer déjà les jeunes filles, second for, qui montrent leur incompétence et leur nullité.
parce que les États-Unis, bah, c'est quand même la première puissance militaire, c'est encore la première puissance économique. Ça ne sera pas encore longtemps le cas, mais ça reste encore la première puissance économique, la première puissance militaire mondiale, avec l'une des plus grandes puissances qui est aussi la puissance israélienne, qu'il se trompe, qu'il soit nul à ce point, mais après qu'il soit grossier à ce point de ne même pas regretter ce qui s'est passé et de ne pas essayer de réparer d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé, on n'en sort pas grandi. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, je vois pas les États-Unis ou Donald Trump et le gouvernement Netanyahou. Moi, ce que je vois, c'est l'Occident. C'est le comportement, c'est la grossièreté, la maléducation, La la lâcheté. vulgarité Mm. et l'inculture et l'ignorance de l'Occident La par lâcheté. rapport à ce qui se passe. C'est vrai, je me permets de faire une petite parenthèse ici, François. C'est vrai qu'on présente l'Iran ici en Europe et dans le monde occidental d'une manière générale, et dans les médias s'en chargent copieusement. On présente l'Iran depuis des décennies comme un pays arriéré, une image souvent entretenue par la diaspora iranienne dans le monde et les médias de propagande. Je dois reconnaître l'existence d'une répression épisodique physique, judiciaire, psychologique en Iran, certes, mais est-ce que cela justifie cette attaque monstrueuse d'un pays et le massacre de son peuple? N'a-t-on pas vu en Europe, par exemple, depuis 2021 et jusqu'à aujourd'hui, je parle en connaissance de cause, des répressions identiques, qu'elles soient policières, hein, avec les gilets jaunes, judiciaires et administratives, avec les gardes à vue préventives lors des manifestations, informationnelles et médiatiques, avec des censures à tout va à la liberté d'expression, le renforcement des outils de contrôle et du maintien de l'ordre, et j'en passe. Que dirions-nous si l'Iran était venu nous bombarder parce que la tête de Macron, par exemple, ne leur vient pas? Donc, consciente de certaines dérives existantes en Iran, je ne fais pas partie de ceux qui se considèrent légitimes, comme Mme Calmiret ou d'autres, pour faire la morale et encourager au renversement d'un régime, quitte à applaudir le bombardement d'un peuple. Ça me choque quand je vois des jeunes, enfin des jeunes ou moins jeunes Iraniens de la diaspora se réjouir de cette attaque. Je ne peux pas je ne peux pas m'expliquer cette jouissance à voir des Iraniens se féliciter du massacre de leur propre peuple. Et j'aimerais quand même dire ceci aussi, c'est qu'en 2003, euh, j'avais rencontré de la rue aux hautes sphères du pouvoir, grâce à mes activités pour la Croix-Rouge internationale, que des individus éduqués, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés bien sûr, hein, pouvant exprimer en tout cas sous une forme ou sous une forme ou dans une forme pardon, de société parallèle sur laquelle le régime fermait volontairement les yeux, une forme de liberté d'expression. Les femmes pouvaient porter des tenues vestimentaires, ou peuvent encore aujourd'hui porter des tenues vestimentaires à l'occidental, et vivre même de toute forme d'excès, que ce soit dans l'alcool ou la drogue. C'est vraiment une société à deux vitesses, officiellement, publiquement. Bon, on a un code vestimentaire avec des règles assez tout moins strictes, mais officieusement, il y a une vie souterraine, clandestine, qui grouille et qui est foisonnante. Bref, il y a tellement d'idées reçues que nous pourrions débunker et des aspects de ce pays dont les médias ne parlent jamais. Je vais encore un tout petit peu développer, si vous permettez. Aujourd'hui, les femmes en Iran représentent plus de 70% des étudiantes, des étudiants universitaires d'une manière générale. Le pays a atteint une quasi-parité homme-femme dans l'accès à l'éducation. Contrairement à certains pays voisins, les femmes iraniennes ont le droit de conduire depuis longtemps. Elles sont présentes dans de nombreux secteurs de la vie active et économique, en médecine, en droit, en ingénierie, dans les sciences,
les arts et les technologies. Elles sont actives dans la société civile, dans la culture et l'éducation. Elles ont une vraie forme d'influence, même quand la représentation politique, bien sûr, reste encore limitée. Beaucoup de femmes participent à cette transmission culturelle de leurs valeurs par la littérature, le cinéma et la poésie, et Dieu sait si j'ai été témoin de cette ouverture et de cette beauté finalement. En Iran, la poésie, elle est partout. Et parmi tous les pays que j'ai traversés dans le monde, et Dieu sait si j'ai voyagé, l'Iran reste, j'ai presque envie de dire la Perse, parce que c'est encore quelque chose de plus vaste, reste la région qui m'a le plus marqué par son raffinement, par la beauté de son architecture, par le grand sens de l'hospitalité de son peuple et par son éducation parfois supérieure à la nôtre en Occident. D'ailleurs, c'est vu, ils connaissent tout de nous alors que nous ne savons rien de leur culture. Enfin, voilà. Et puis bon, encore un dernier petit volet, puis on revient à vous, pardonnez-moi. Le port du voile, ou ses variantes comme le tchador. Il existe en Perse depuis bien avant la République islamique. Le voile a été tour à tour interdit, toléré, puis imposé, mais cela serait terriblement réducteur que de dire que c'est seulement un symbole religieux de soumission. Il en va de même d'ailleurs dans de nombreux autres pays arabes que je connais très bien puisque j'ai vécu entre autres 3 ans au Caire. Bref, je tenais à dépeindre un tableau beaucoup plus ouvert et beaucoup plus respectueux de ce pays qui, selon moi, le mérite, malgré ses faiblesses, certes, malgré la souffrance, effectivement, que certains exilés iraniens ont subie. Je connais personnellement une iranienne dont le père et le frère ont été torturés sous le régime de l'ayatollah Khomeini, qui a été d'ailleurs mis en place par la CIA. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais il va que les dérives, les abus existent dans le monde entier, à commencer par l'Europe, et balayons devant notre porte avant d'envoyer les missiles chez nos frères perses. Voilà, je vous laisse rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, cher François. Merci de votre patience. Non, mais chère Isabelle, alors c'est toujours un délice de vous écouter et d'écouter le fruit de vos expériences qui sont vraiment très riches. Vous avez eu beaucoup de chance et par rapport, moi j'aimerais juste rebondir par rapport au voile. Le voile, il faut pas, il faut rappeler que le voile, parce que déjà l'Iran, c'est un immense pays, donc on l'a dit, c'est beaucoup de culture, c'est minimum de 1500 ans d'histoire, minimum, et, et c'est pas la même chose. Il y a l'Iran, des métropoles comme par exemple la capitale Téhéran, qui doit faire quelques millions d'habitants, je ne sais pas combien, mais en tout cas, on m'a dit que c'était une grande ville parce que j'ai eu l'occasion parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer comme gestionnaire de fortune des gens qui travaillent, alors des gens établis à Genève, notamment une collègue italienne qui est amoureuse de l'Iran et qui est allée très souvent en Iran, et des associations de commerce installées à Genève qui vont régulièrement en Iran. Et il me disait que, par exemple, Téhéran, bah, donc on s'y perd, on peut faire Téhéran à pied pendant des journées. C'est une ville qui est tellement vaste et tellement riche. Donc il y a ces métropoles, mais il y a aussi la campagne. Il y a aussi les campagnes. Et on n'a pas forcément les mêmes sensibilités, on ne pense pas forcément les mêmes choses dans la campagne iranienne que dans une capitale comme Téhéran. Ça veut dire que, par exemple, le voile, il a permis, alors je suis pas pro voile, je suis qu'on respecte les cultures. Il a permis le voile que dans les campagnes, les pères, les familles, envoient leurs filles étudier, envoient leurs filles à l'université. Et les parents n'auraient pas accepté d'envoyer leurs filles étudier si elles n'avaient pas le voile. Donc le voile a été aussi, qu'on puisse l'entendre ou pas, a été un élément d'émancipation aussi. Ça a été, ça a été le régime au gouvernement en faisant
en faisant la promotion en quelque sorte du voile un certain temps, a permis l'émancipation des filles dans les campagnes et l'accès aux étudiantes aux différentes universités. La diaspora. Alors la diaspora, j'avais déjà des doutes, j'avais observé ces dernières années quand la diaspora, par exemple, du Venezuela manifestait dans nos capitales, notamment, j'avais regardé, j'avais vu, j'avais été très sensible à ça il y a 2 ans, notamment sur Madrid, Barcelone et même Paris, je crois, mais en tout cas Madrid, Barcelone, et de voir la diaspora, que c'est une diaspora qui était, dans le cas du Venezuela, qui était profondément ancrée à droite, des fois même à l'extrême droite, et que quand on écoutait leurs discours, on n'osait pas imaginer ce que ça pourrait faire si cette même diaspora prenait ou reprenait le pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun droit de l'homme, il n'y avait aucune liberté, c'était simplement une question de reprendre le pouvoir. Ça veut dire que ça pouvait repartir dans une dictature, mais dans l'autre sens. Dans la diaspora iranienne, moi, ce que ça m'a permis d'observer, notamment ici à Genève, bah, de voir déjà qu'il y avait des gens qui étaient profondément heurtés qu'on bombarde leur pays d'origine, déjà, et qui n'étaient pas d'accord. Déjà, de voir aussi que on peut haïr un régime quel qu'il soit, mais finalement, on va toujours plus haïr les gens qui, confortablement installés en Occident, dans leur écran de télévision et dans leur sofa, applaudissent quand nous-mêmes, on reçoit des bombes sur la tête, et que cette diaspora, en fait, et pas plus tard que ce matin, j'étais en train de préparer un écrit pour une conférence que je donnerai à Barcelone prochainement sur le séparatisme, et je conclus qu'on ne peut pas, même si la diaspora présente l'avantage de la proximité par rapport aux faiseurs d'opinion, puisque la diaspora, on l'a à disposition, on l'a sous la main, et puis c'est très confortable pour nos mass médias, pour nos médias mainstream, de pouvoir s'appuyer rapidement pour avoir des témoignages et des impressions sur la diaspora, mais on ne peut pas s'y fier totalement, parce que n'oubliez pas que dans la diaspora iranienne, vous avez aussi des gens qui ont profité de l'ancien régime, qui ont profité du régime du Shah d'Iran, qui est une dictature implacable, une dictature, comment est-ce qu'on peut dire ça? Donc, c'est une dictature marionnette au profit des puissances occidentales. Le Shah d'Iran avait cette fameuse police politique qui s'appelle la SAWAK, avec la SAVAK, qui n'hésite pas à aller liquider, assassiner des opposants à l'extérieur du pays. Et dans ce régime euh, fait dictatorial qui a suivi un régime qui était ouvert, démocratiquement élu et humaniste, qui était celui de Mossadegh, ce régime dictatorial qui était installé par les Américains et puis par les Britanniques, mais surtout les Américains, qui était celui du Shah d'Iran, qui était une dictature impitoyable, avec une police politique impitoyable, il y avait la cour du Shah d'Iran, il y avait une caste de privilégiés. Il y a des gens qui ont bien profité, qui ont bien vécu, parce qu'ils étaient du bon côté. Et ces gens-là, certains, on les retrouve dans la diaspora aujourd'hui. C'est d'ailleurs ceux-là, pour une bonne partie, qui appellent de leur vœu au retour, entre guillemets, du fils de l'ex-chah d'Iran, que quand vous avez des sources directement en Iran même, personne ne veut. Personne ne veut. Il n'a aucune légitimité. Quelqu'un qui a quitté le pays à l'âge de 17 ans et qui vit confortablement aux États-Unis sur l'argent qui a été volé par son père dictateur, il n'a aucune légitimité, il n'a ni le charisme, ni le leadership, ni la légitimité pour venir comme ça s'imposer en Iran et puis revendiquer un quelconque pouvoir. Et ça serait surtout insulter l'intelligence du peuple iranien en pensant que dans leur géol ou dans leur propre opposition, ou en Iran même, il n'y ait pas une immense quantité d'hommes et de femmes qui ont toutes les facultés, qui ont toutes les capacités et qui sont équipés moralement pour pouvoir prendre le destin, en fait, le destin de ce grand pays, de cette grande nation, que d'aller chercher cette espèce de personnage totalement fabriqué qui devrait avoir honte, parce que quand on pense qu'il a vécu sans rien faire jusqu'à maintenant, depuis l'âge de 17 ans, sur la fortune volée par son père, c'est une honte. Alors, revenons à la guerre, si vous le voulez bien. Et vous savez que
j'aime beaucoup traiter l'actualité de manière multidimensionnelle ou par niveau de lecture, par grille de lecture. Alors on va passer à un niveau supérieur, si vous le voulez bien. Comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression que les Américains se font actuellement des autogols monstrueux dans ce conflit. Et puis, c'est tellement gros, les maladresses sont tellement grosses, cousues de fil blanc, qu'on se demande si ce n'est pas voulu dans un dessin eschatologique. Je m'explique, c'est-à-dire dans le but d'accélérer le chaos, hein, on appelle ça l'accélérationnisme, vous le savez, et la venue du Messie des Juifs, le Messia, et du Messie des évangélistes chrétiens. On a vraiment l'impression que euh, il y a une volonté de s'autodétruire finalement pour faire avancer cet agenda eschatologique. Euh, on sait que Trump voulait, ou s'est fait élire sur le fameux Make America Great Again, mais en fait, tout permet de penser que, il est en train de détruire les États-Unis. Donc, est-ce que, selon vous, il n'y a pas cet objectif eschatologique de se servir de ces deux forces chrétiennes évangélistes d'un côté, en partenariat main dans la main avec les forces sionistes pour aussi faire advenir ce grand Israël et faire venir ces messies respectifs jusqu'à ce qu'ils, pardonnez-moi l'expression un peu grossière, se foutent sur la gueule parce qu'ils vont se rendre compte au final que ben ils n'ont pas le même messie et se seront bien utilisés mutuellement jusque-là, mais à la fin ça va être compliqué quand même pour donner à raison ou légitimer un messie plutôt qu'un autre. Enfin voilà, vous me suivez? Oui, bien sûr. Euh, c'est vrai que derrière ce qui se passe avec ce qui se passe avec l'Iran, peut-être comme précision, est-ce qu'il faudrait rappeler aussi que l'Iran n'a jamais menacé personne et Ouais. n'a jamais attaqué personne, hein. Vous vous rappelez que lors de la révolution islamique, bon, on l'appelle la révolution islamique, mais il faut pas oublier que le régime des Mollahs a mis presque une année à s'installer. Alors pardon. Il y avait différentes factions. Ah, Donc, il y avait différentes factions d'opposition donc après le Shah d'Iran, et que si on n'avait pas stressé, bousculé l'Iran en lui imposant une guerre qui était la guerre contre l'Irak, en fait l'Irak qui fait la guerre, parce que vous vous rappelez qu'à cette époque-là, Monsieur Saddam Hussein était le grand copain, euh, était l'ami numéro un de l'Occident pour faire la guerre à l'Iran, et l'Iran était seul, était vraiment seul, a été agressé, et s'il n'y avait pas eu cette brutalité, plutôt cette situation de crise. Vous savez, chaque fois qu'il y a une situation de crise, qu'il y a un conflit, qu'il y a une guerre, automatiquement, vous avez une loi martiale. Vous êtes obligé d'être plus dur, d'être de toute façon beaucoup plus dur puisque vous devez tenir le pays, puisque vous êtes confronté à une guerre, à une situation de crise ou à un ennemi qui vient d'extérieur. Et là, on peut dire que l'installation du régime islamique, qui a quand même fait des mois, en fait, ça a pris des mois, c'est c'est donc consolidé avec la guerre Iran-Irak qui a duré, sauf erreur, 8 ans. Euh, mais une fois de plus, l'Iran n'a jamais agressé, n'a jamais attaqué ses voisins. Et on est content d'avoir l'Iran, et ça on l'a déjà oublié, pour faire face au monstre qu'était l'État islamique, qui est un monstre. Heureusement que l'Iran a combattu l'État islamique. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer avec l'Iran maintenant, c'est vrai, vous avez raison de le prendre dans un sens plus large. C'est vraiment l'effondrement d'un certain Occident. On peut dire l'Occident de la moralité à double standard, l'Occident hypocrite, l'Occident ignorant et inculte, et les sionistes chrétiens l'ont compris. Il y a eu un déclenchement. Pour moi, il y a eu un point de bascule, c'est Gaza. C'est le génocide de Gaza. Le génocide de Gaza a obligé les générations, en tout cas les jeunes générations et le monde entier à sortir des livres, des photos, des témoignages. Moi-même, je suis allé à l'Institut du monde islamique, non, à l'Institut du monde arabe, pardon, en octobre l'année dernière pour voir l'exposition Gaza, donc les 5000 ans d'histoire. On a ressorti des images d'archives, des photos, des livres, des professeurs, des éléments de compréhension pour réaliser à quel point
on nous avait menti durant presque 80 ans, ou même plus. Et, euh, et ça a été provoqué par le génocide de Gaza. Et ça veut dire que il y a, on pourrait dire les tenants ou ceux qui ont du pouvoir, comment est-ce qu'on peut dire ça? Donc les puissants de ce monde-là, qui est en train de finir, qui est au début de sa fin, sont aujourd'hui dans une panique brutale, guerrière, où ils ont pas d'autre choix aujourd'hui. Ils essaient de on peut dire ça comment? Donc, ils essaient de sauver ce qui reste à sauver par cette fuite en avant. Parce que maintenant, ils savent ils sont démasqués. Ils sont démasqués. Tout le monde aujourd'hui sait que Trump n'est pas maître de ses décisions, qu'il n'y a pas un État profond, mais il y en a plusieurs. Que minimum, ce qu'il y a des maîtres, minimum, il doit rendre compte, il doit alimenter deux monstres qui sont autour de lui. L'IPAC, le lobby sioniste, et puis le lobby de l'armement, le complexe militaire industriel. N'oubliez pas qu'il a annoncé quand même pour 2027 une augmentation du budget de la défense de 50%, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc, on sait maintenant, ces espèces d'états profonds, ces espèces de pouvoirs, on peut dire, en fait, on peut dire nauséabonds, ben, ils sont démasqués aujourd'hui. Ils ont fait surface, ils sont démasqués. Et ils n'ont pas, et puis bon, on l'a vu avec l'affaire Epstein aussi, parce que ça fait partie de toute cette constellation qui est à vomir d'ailleurs, qui a rien d'humain. Cette constellation malfaisante, elle n'a plus que on peut dire un animal blessé, un fauve blessé, qui est encore plus dangereux qu'avant, et n'a pas d'autre alternative que de partir dans le chaos, de provoquer la guerre et le chaos. Alors effectivement, est-ce qu'ils sont en panique ou est-ce qu'ils justement ils attisent le feu et ils attisent les braises sciemment pour faire advenir leur projet de grand Israël et de venue de leur Messie? Alors justement, le Grand Israël, ce qui est, bon, on va pas venir sur des textes bibliques, sur les prophéties bibliques et des textes bibliques. Premièrement, déjà, on sait très bien que les textes bibliques ne sont pas des actes de propriété ni des plans cadastraux. Et puis, c'est surtout que si on veut appliquer les textes bibliques, alors il faut être authentique et il faut les appliquer totalement. Par exemple, moi, je connais assez bien Israël, mais sur le district sud, donc le long de l'autoroute 4, entre Tel Aviv et puis Gaza, vous avez une localité, une station balnéaire qui s'appelle Ashkelon. Et Ashkelon, dans la Bible, était la capitale des Phéniciens. Donc, à ce moment-là, vous faites revenir tout le monde à sa place. Euh, donc, tout ça, ça ne tient pas la route. Et puis, pourquoi le faire avec euh, une civilisation proprement dit, tout en sachant que dans les descendants des Hébreux, vous avez une bonne partie, ce sont les Palestiniens aujourd'hui, qui ont été convertis, qui se sont convertis au gré des invasions. Ça veut dire que si on veut parler de peuple sémite, ben, il faut déjà parler des Palestiniens. Il n'y a pas premier peuple sémite que les Palestiniens aujourd'hui, en tout cas plus que des gens qui sont, ben, plus que les Askénazes qui sont des Khazars et qui pour beaucoup n'ont aucun lien Ouais. ni C'est historique de l'Est, ni ils viennent génétique avec cette région. ouais. Ils viennent d'Ukraine Voilà. et de l'Est. Mais sans parler de ça, ce qui est encore une fois, ce qui dénote, comment est-ce qu'on peut dire, l'anesthésie, la peur, l'anesthésie dans laquelle on se trouve, c'est que quand M. Netanyahou, qui pour moi ne représente en rien le judaïsme, en rien, j'ai j'ai des amis de confession juive, d'ailleurs je dis jamais juif, je dis des amis de confession juive, comme Mhm. moi je suis de confession chrétienne. Mhm. Et il y a des associations, elles sont nombreuses en France, j'en énumère minimum 6 en France, des associations juives qui luttent contre tout ça, qui luttent contre le Ouais. suprémacisme, Il faut le qui dire. luttent contre le racisme et le colonialisme, et qui sont aujourd'hui persécutés la même chose aujourd'hui. On leur ferme leur compte bancaire, ferme leur compte bancaire. Je ne vais pas les énumérer ici, mais je suis en contact avec certaines, et qui sont des gens mais magnifiques, magnifiques, et qui sont
pour aussi, qui sont pour la justice et qui sont pour la protection du peuple palestinien, parce que l'Iran, peut-être n'oublions pas que l'Iran paye le prix aussi d'avoir été, depuis la révolution islamique, d'avoir ouvertement défendu la cause palestinienne. La révolution islamique, en fait, le régime des mollahs ou le régime islamique a dit, quand il est venu au pouvoir, qu'il comprenait le peuple palestinien qui avait le droit de vivre sur sa terre. L'Iran paye ce prix, paye aussi un prix alors donc à ce niveau-là. Mais par rapport à ça, quand vous parlez du Grand Israël, alors une fois de plus, ce qui dénote l'anesthésie dans laquelle on se trouve, c'est que Netanyahou, alors M. Netanyahou ne se gêne pas dans des interviews, dans l'hémicycle des Nations Unies à New York, dans d'autres occasions publiques, de présenter son plan du Grand Israël, qui comprend pour le moins l'annexion totale ou partielle de sept voisins, de sept voisins, et personne en Europe s'insurge. Mhm. C'est un plan qui est clairement annexionniste, qui a d'ailleurs commencé, parce qu'il n'y a pas que Gaza, la Cisjordanie, vous avez la Syrie, vous avez une partie de l'Égypte, et puis vous avez maintenant tout le sud Liban qui est en train d'annexer. Vous avez vu que pas plus tard que le week-end dernier, il y a quand même 450 000 réservistes en Israël qui ont été mobilisés pour aller justement envahir le sud du Liban. Parce que Netanyahou considère que le Liban lui appartient aussi. Ce qui est impressionnant, c'est la passivité de nos médias, de nos plateaux de télévision et de nos chancelleries par rapport à un personnage non, alors qui expose clairement le dessein qu'il habite, en fait le destin qu'il entend, Ouais. qu'il entend habiter. Mhm. Il y a quelques contestations, il y a quelques mécontentements, protestations qui viennent de la part de pays comme l'Égypte ou d'autres, mais de, sinon de la part de l'Occident collectif, il n'y a rien. Mhm. C'est- Dans ce qui est quand même effroyable, ce qui est effroyable parce qu'aujourd'hui, on est vraiment soumis à, à des puissances des ténèbres, parce que Netanyahou représente les ténèbres, mais il n'est pas le seul. Ce sont des gens qui sont spécialement maléfiques. Et en face, au lieu de résister nous autres, on est comme dans une anesthésie. Alors, venons-en au détroit d'Ormuz, parce que j'ai lu il y a quelques heures que seuls les bateaux qui paieraient en yuan seraient autorisés à franchir le détroit d'Ormuz. 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 Vrai, pas vrai? Coup de génie des Iraniens pour faire tomber le pétrodollar? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans la finance? Alors, j'ai donc entendu parler, je l'ai entendu pas plus tard qu'aujourd'hui lors d'un lunch que j'avais avec des collègues gérants de fortune indépendants aussi, donc un lunch bien arrosé. J'ai entendu ça aussi, mais je n'ai pas la source. Maintenant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette intelligence de jeu, entre guillemets de jeu, parce que c'est pas un jeu malheureusement, Heureusement mais non. cette intelligence de guerre qu'ont les Iraniens, et une fois de plus un coup d'avance. Parce que tout ce qu'ils ont fait depuis le début, depuis le 28 février, personne, personne n'aurait pu le prédire, le prévoir, l'anticiper. Cette histoire de ne pas condamner le détroit d'Ormuz, Hormuz. pour ne pas pénaliser des partenaires aussi importants que la Chine, par exemple, mais de dire, voilà, maintenant, ça sera que les États qui expulseront les Américains de leur territoire, qui pourront passer, ou nos alliés, ou en tout cas les gens qui ne nous tirent pas dessus et qui ne nous agressent pas, ils pourront passer avec notre bénédiction. La preuve, c'est qu'en sous-main, vous avez des républiques aujourd'hui comme la France qui est en train de négocier en sous-main avec l'Iran pour pouvoir faire passer ces tankers. Une fois de plus, ça démontre l'intelligence Mhm. de l'Iran disant, ben, on va pas aller, on n'est pas jusqu'au boutiste. On ne veut pas le chaos. On ne va pas répondre au chaos, à la désolation par le chaos, à la désolation. C'est pas comme ça. On va répondre à tout ça par l'intelligence. Il y a une force, il y a une force brute
maléfique en face de nous et nous, on va y répondre par l'intelligence. On va pas se mettre la Chine à dos qui a besoin du détroit d'Ormuz. On va pas se mettre d'autres puissances à dos. Elles pourront l'utiliser avec notre bénédiction. On va même les protéger. Par contre, ceux qui nous tirent dessus, ceux qui sont complices ou ceux qui veulent nous payer en dollars, ben non, eux, ils ne passeront pas. C'est, vous savez que cette séquence-là, on pouvait la demander à n'importe quelle stratégie, il y a un mois, personne n'y aurait pensé. Une Mais fois de alors, plus, ça démontre l'intelligence iranienne. Une fois de plus. mais alors là, pour le coup, euh, si j'ai encore une fois, mes informations sont justes, aujourd'hui, énormément de pays ont refusé de répondre à l'appel de Trump pour lui venir en renfort pour euh, libérer ce détroit d'Ormuz. Apparemment, personne n'a été dans son sens, est venu à sa rescousse, et ce qui le rend fou furieux, fou furieux. Donc ça, c'est quand même un point positif, non? Oui, et puis bon, c'est vrai que si on se met à la place de toutes ces chancelleries qui ont dit que non, en fait, qu'elles ne voulaient pas participer à ça, c'est quand même surprenant parce que ce sont des États normalement alliés à qui on les a assommés, menacés, on les a rackettés durant une année avec des droits de douane, des fois allant jusqu'à 30%. On leur a dit qu'on allait leur prendre le Groenland. On n'a pas cessé de les humilier. Vous vous rappelez cette fameuse image où on voit justement dans le bureau ovale, on voit le président Trump avec Madame Ursula von der Leyen et puis les différents présidents européens, qui sont alignés comme s'ils étaient à l'école devant leur maître de récréation. Alors c'est vrai que tous les gens qui, en fait, toutes ces chancelleries qui ont refusé de suivre la folie de Monsieur Trump, euh, en fait, ils avaient mille et une raisons de ne pas le suivre et de le laisser se casser la figure tout seul. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que, c'est que le personnage persiste. Si mes informations sont bonnes, ils ont donné l'aval, ils ont donné l'autorisation aujourd'hui pour mettre sur le sol iranien en fait, un contingent d'infanterie américain. Donc, c'est-à-dire qu'il va encore avoir il va encore avoir des pertes et des morts. Et ça, c'est quand même inquiétant de voir que des gens comme ça persistent. Euh, N'oubliez pas que que pour cette agression, Trump n'a eu ni l'aval du Congrès, n'a pas demandé son avis ni au Congrès, ni au Sénat. Mais par contre, les gens continuent. Il y a encore des forces aux États-Unis qui continuent à l'appuyer puisqu'il vient de recevoir l'autorisation de pouvoir envoyer maintenant des troupes sur le sol iranien. Alors ça, c'est inquiétant. Alors juste Isabelle, peut-être pas, pas trop se réjouir. En fait, le refus des chancelleries de suivre la folie de M. Trump. Dans les trois d'Ormuz. Bon, premièrement, comment est-ce qu'on va suivre déjà une folie, la folie d'un homme qui n'est déjà pas maître de ses mouvements? Parce qu'on sait bien que c'est une marionnette. Mhm, C'est une mhm. marionnette, il n'est pas libre de ses mouvements. Comment est-ce qu'on va suivre déjà une marionnette dans une entreprise aussi risquée et dangereuse et surtout, avant tout, amorale? Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les attaques sous faux drapeau, parce qu'elles risquent de se multiplier. Alors, ça veut dire que des gens vont tout faire pour, euh, pour, fi- pour finalement entraîner une partie des chancelleries occidentales dans le conflit. Ça, c'est inquiétant. Et on a quand même, il faut pas oublier qu'on a aussi notre part de fous sur le vieux continent. On a notre part de marionnettes, par exemple, pour pas aller plus loin que notre voisin français, par exemple, Monsieur Macron, qui serait tout content. Monsieur Macron, qui n'est pas papa, encore moins grand-papa, et qui n'a pas fait un seul jour de service militaire, il adorerait pouvoir endosser une casquette qu'il n'a encore jamais endossée, c'est-à-dire celle de chef de guerre. Donc, lui, ça serait le premier à suivre. Donc, on a quand même des fous chez nous qui seraient prêts à suivre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se réjouir. Alors, il y a quand même un petit fou chez nous aussi en Suisse. D'ailleurs, venons-en à la Suisse, si vous le voulez bien. Donc, on a bien vu que le monde a observé
avec plus ou moins de stupéfaction, l'agression des États-Unis avec Israël contre l'Iran, soutenue politiquement et logistiquement par l'Union européenne et l'OTAN, et tout ceci n'étant même pas condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous l'avez évoqué. Et au milieu de ces événements incroyables, le Conseil fédéral Cassis, qui signe avec l'Union européenne une déclaration sur la coopération en matière de politique et de sécurité. C'est une contradiction évidemment flagrante avec notre neutralité suisse. Au lieu d'agir en tant qu'intermédiaire crédible et gardien du droit international, notre pays risque une fois de plus, parce que alors c'est pas nouveau, il y a déjà quelques années qu'il a violé son principe de neutralité. Donc notre pays risque une fois de plus d'être perçu comme un partenaire silencieux d'acteurs dans une guerre contraire au droit international. Qu'en pensez-vous? Bon, qu'on soit déçu de la part de nos autorités fédérales, ben, c'est comme vous l'avez dit, donc c'est pas nouveau. Mhm, Pour moi, il y a eu un basculement qui s'est fait avec les autorités fédérales, notamment le Conseil fédéral, un basculement qui s'est fait peut-être juste après la crise Covid, mais plus précisément en mars 2023 avec la débâcle du Crédit Suisse, donc l'ancienne deuxième banque du pays, qui pouvait être soutenue. Ben, d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec des collègues justement gérants de fortune indépendants, dont certains ont travaillé à l'époque au Crédit Suisse. Et depuis cet épisode du Crédit Suisse, tous les collègues, tous les gens en fait, tous les gens que je côtoie et qui ont eu à un moment donné, qui ont travaillé, et même à haut niveau, et qui sont aujourd'hui soit retraités, soit dans d'autres établissements bancaires, et qui occupent des fonctions importantes, ils sont tous unanimes. Crédit Suisse pouvait être sauvé puisque Crédit Suisse n'était pas en faillite sur le plan bilantaire. Crédit Suisse souffrait d'une crise de liquidité. Et les mêmes spéculateurs qui ont fait tomber, qui sont des anglo-saxons d'ailleurs, je m'excuse, qui ont fait tomber Crédit Suisse, qui se sont attaqués le lendemain à la Banco Santander et à la Deutsche Bank. Les mêmes spéculateurs se sont cassés les dents contre Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne quand le lendemain, à 10 heures, elle fait une conférence de presse en disant que l'Europe n'allait laisser aucune banque à risque systémique faire faillite ou plutôt couler. Et on a bien vu lors de la débâcle du Crédit Suisse, qui s'est liquidé en un dimanche, la conseillère fédérale Keller Souter, qui s'est adressée en anglais, on a bien vu que ça ne s'adressait pas au peuple suisse, je m'excuse, mais c'est comme si elle voulait rassurer ou elle voulait montrer elle a bien fait ses devoirs aux anglo-saxons, c'est-à-dire aux spéculateurs anglo-saxons, les mêmes qui avaient justement mis par terre la banque, le Crédit Suisse, ce qui n'enlève bien sûr en rien 8 ans de mauvaise gestion qui ont précédé la débâcle du Crédit Suisse, où justement le Conseil fédéral, mais surtout la Banque nationale suisse et surtout la FINMA n'ont pas été à la hauteur. D'ailleurs, tous les derniers rapports qui sont sortis accablent justement la FINMA. Par contre, je m'excuse. À partir de mars 2023, où le Conseil fédéral, sous la pression de Madame Elisabeth Borne, je crois qu'elle s'appelait l'ancienne première ministre de Macron à cette époque-là, et sous la pression des anglo-saxons, notamment de la City, et même aussi de la Fed aux États-Unis, bien qu'ils ont été encore assez corrects, sous la pression en fait, des spéculateurs anglo-saxons, on voit à quel point notre Conseil fédéral va jusqu'à sabrer un fleuron d'économie nationale pour faire plaisir à l'étranger. Mais avant ça, on voit aussi avec l'affaire de l'Ukraine, à partir de février 2022, comment, ben là, il y a de nouveau M. Cassis, comment ces gens-là, de nouveau, ne travaillent plus pour le peuple suisse, parce que peut-être que c'est pas intéressant de travailler pour le peuple suisse. C'est peut-être ringard, c'est peut-être parce que, vous savez, il n'y a pas de raison que Macron, par exemple, qui n'est appuyé que par 11% de sa population, qui considère que les Français sont des bouseux et que c'est pas intéressant, lui préfère faire des selfies sur des congrès internationaux et de côtoyer des chefs d'État internationaux et de faire des selfies. Il n'y a pas de raison que cet état d'esprit de dégénéré ne frappe que M. Macron. Par exemple, un Cassis, il est dans la même ligne que Macron. Une Viola Amerd qui a démissionné au mois de mars 2025, en laissant
en laissant 19 projets dans son département en 6 ans et demi qui n'ont pas abouti. Et elle a dilapidé 17 milliards de francs. Et puis elle a passé 2, 3 années à se faire des selfies, à se faire des papouilles avec Zelensky. Vous avez qu'à d'ailleurs aller sur Google. Vous prenez image, vous mettez Viola la merde Zelensky, vous voyez des pages et des pages de papous, de selfies, de sourires. Est-ce qu'elle a passé plus de temps avec Zelensky qu'à s'occuper de ses concitoyens, donc à s'occuper de ses administrés? Donc on voit il y a ces basculements successifs avec la guerre en Ukraine, avec comment on sabre le Crédit Suisse qu'on pouvait être sauvé, et que quand l'UBS reprend le Crédit Suisse pour 3 milliards, au mois de mars, au mois de juin, UBS doit aller annoncer à la SEC, donc tu sais ce que c'est la SEC, c'est le gendarme bourse américain, puisque UBS est coté aux États-Unis, doit aller annoncer un bénéfice exceptionnel ou extraordinaire de 36 milliards suite à l'acquisition de Crédit Suisse. C'est-à-dire que UBS a racheté quelque chose qui valait 40 milliards quasi, l'a racheté seulement 3. C'est juste pour montrer que Crédit Suisse n'était pas en faillite. Et à quel point nos conseils fédéraux, qui sont capables de brader comme ça, en fait, de sacrifier un établissement qui a plus de 100 ans, en fait, jusqu'où ils sont prêts à aller. Ça veut dire qu'ils vont faire la même chose avec notre neutralité, avec notre politique des bons offices, avec, euh, en fait, ils bossent plus pour nous depuis longtemps déjà. J'ai juste vu que le Conseil fédéral avait refusé aux avions américains d'atterrir sur le sol suisse enfin, de prendre la Suisse comme escale euh, au départ vers l'Iran, Oui. si je ne me trompe pas. Bon, c'est une maigre Encore belle heureusement, motivation, ouais. encore heureusement, et puis peut-être qu'ils ont été ils ont peut-être été inspirés par Pedro Sanchez. Ouais, on espère, on espère. Donc, on va encore remonter d'un petit niveau, OK. François, et puis j'ai plus que deux questions, mais on va Mhm, monter d'un étage. Certains évoquent mhm. une guerre de l'information. Bon, ça, c'est vraiment une certitude. Mais d'autres évoquent une guerre de conscience. Est-ce que selon vous, on assisterait à un déplacement du conflit vers des terrains moins visibles, mais tout aussi déterminants? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une guerre spirituelle sur Terre comme au ciel, si je puis dire? Je ne me suis pas posé la question de la spiritualité. Par contre, ce que je vois au quotidien, puisque je suis papa, Hmm, et je suis papa de 2 jeunes adultes, et et je passe du temps avec eux, ce que je vois au quotidien, c'est leur interrogation. Ils sont loin d'être bêtes, hein. Ils ont 20 ans, ils sont loin d'être bêtes. Leur interrogation sur le monde qu'on est en train de leur laisser et qu'ils rejettent d'ailleurs. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Ils sont antimilitaristes, ils sont anti-guerre, ils veulent pas ça. Ils trouvent ça d'une telle stupidité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai rejeté dès le début l'idée du conflit des civilisations, la guerre des civilisations qui est reprise d'ailleurs par quelqu'un qui m'a beaucoup déçu tellement il s'est polarisé ou tellement il s'est radicalisé sur le plan politique, qu'est le philosophe entre guillemets Michel Onfray, hmm, parce que moi j'attends d'un philosophe qui nous donne les outils pour hmm. lire le monde et puis pour lire l'existence et puis pas qu'il monte des pans de population contre les autres, C'est ça. comme fait Bernard-Henri Lévy ou par exemple Michel Onfray, Mhm. qui manifestement cherche de la notoriété puisque il s'est disputé avec tout le monde et il continue à se disputer, il continue à se disputer avec tout le monde. Alors, sur le plan philosophique, moi, je rejette l'idée de la guerre des civilisations dans laquelle on essaie de nous emmener. Par contre, concrètement, et je l'ai vécu à l'époque avec un rédacteur en chef du Temps, que je mentionnerai pas, ou avec d'autres journalistes, plutôt d'autres rédacteurs, qui refusaient d'admettre qu'ils s'étaient trompés. Et je pense qu'on a chez nous des pans de population qui vont refuser, bec et ongle, d'admettre pas qu'ils se sont trompés, mais qu'ils ont été trompés. Mhm. Ça, je pense par rapport à l'ego, par rapport à la psychologie humaine, c'est le plus difficile d'admettre
qu'on a été trompé et si longtemps. Mhm. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, où démographie aidant, mondialisation aidante, l'informationnel aidant, ben, toutes ces cultures, toutes ces grandes cultures, ces civilisations du Sud global, comme certains le disent, transpirent, euh, en fait, occupent la place qu'elles méritent aussi, et puis nous confondent à nos propres réalités. Et moi, je vois plutôt ça comme un problème éducatif, un problème de conscience aussi peut-être, mais surtout un problème éducatif. De dire, en fait, d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et il faut reconnaître que sur ce plan-là, les médias mainstream ne nous aident pas, On parce que les reprend. médias mainstream continuent cette fuite en avant. Par exemple, bah, pas plus tard que hier, ou ce matin, non, hier, je l'ai noté parce que je trouvais ça tellement fort. Sur LCI, une journaliste qui est très connue, une présentatrice journaliste, Ruth Elkrief, Ruth Elkrief, qui est sur LCI, pas plus tard que hier, disait, mais on devrait peut-être se demander si nous ne sommes pas, nous, aussi menacés par l'Iran, et si l'Iran ne sont peut-être pas les nazis d'aujourd'hui. Sur le plateau d'LCI, on peut le retrouver, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, les médias mainstream qui devaient normalement, qui avaient une mission digne et noble, qui était la recherche de la vérité, ne nous aident pas. Au Ne contraire, nous aident au pas. contraire. Contribue à la division et à la manipulation. Alors, D'ailleurs, vous avez vu que tous les jours, il y a pas un jour qui passe. Donc maintenant on est solidement ancré dans la troisième semaine de guerre. Il n'y a pas un jour qui passe sans que les mêmes médias mainstream nous annoncent la capitulation de l'Iran, ouais, c'est incroyable. alors que les faits révèlent le contraire. Mm. On est en pleine dystopie. Alors, face à ces événements, François, cultiver une posture intérieure qui permette de comprendre sans haïr, de s'informer sans se diviser, peut-être d'entrevoir au-delà des oppositions une forme d'unité plus profonde. Euh, comment cultiver cette posture justement qui permette de comprendre sans haïr, etc. Alors moi, je pense, puisque je me suis permis de parler de deux philosophes qui représentent pour moi l'antimatière ou bien l'antithèse, qui sont d'une nullité totale et qui sont des gens qui sont devenus toxiques, qui sont Michel Onfray, de qui j'ai d'ailleurs acheté beaucoup de livres à l'époque, et de Bernard-Henri Lévy. Je, je suis convaincu qu'on doit restaurer ou bien réintroduire dans les classes et dans les jeunes classes la philosophie, mais la vraie philosophie. Des Et anti, ça veut dire, les et, et anti. comme on a parlé justement de la confession juive tout à l'heure, il y a un grand philosophe pour moi qui reste un maître en la matière, qui était d'ailleurs de confession juive et qui était d'ailleurs lui-même menacé par le sionisme, qui est Baruch Spinoza. Ah oui. Ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont et d'oser explorer des réalités qui sont hors de la sienne et qui lui-même s'inspirait d'un autre grand philosophe, qui est le premier qui avait traduit la philosophie donc dans la langue de Molière, qui est René Descartes. Et on devrait introduire ou réintroduire la philosophie, mais dans les classes les plus jeunes, dès le départ, pour justement oser à se remettre en question et oser tous les matins de se dire, ben voilà, ce que je croyais hier, ce n'est peut-être pas juste aujourd'hui, ce n'est peut-être pas certain, et je ne vais pas regarder seulement dans mes œillères, mais je regarde aussi ce qui se passe à ma gauche, ce qui se passe à ma droite, et j'écoute mon voisin parce que peut-être qu'il détient lui aussi une partie de la vérité. Une fois de plus, on revient sur un problème éducatif. On est aujourd'hui peut-être qu'à travers tout ça, on va se rendre compte, puisque vous savez, donc au terme de toute cette crise, certains vont devoir rendre des comptes parce qu'on ne les oubliera pas. Ou si c'est pas à nous qui rendrons des comptes, ils rendront des comptes à l'histoire et aux générations futures. Et puis sinon, pour les autres, on va devoir tirer des conclusions. Et l'une des conclusions, c'est que notre système, parce qu'on parle des médias,
Quand on parle des médias mainstream, on parle de la faillite, on peut dire que c'est une faillite des médias mainstream, c'est une faillite de nos diplomaties, c'est une faillite de nos chancelleries, à part l'Espagne et peut-être l'Irlande aussi et certains pays, notamment donc au nord de l'Europe comme la Norvège, mais c'est aussi une faillite éducative crasse, où on se rend compte que notre système éducatif sert uniquement à dupliquer un monde malade, un système qui ne fonctionne plus, au lieu de donner tous les atouts aux jeunes pour qu'ils se réalisent par lui-même, vous voyez, et qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils soient son libre arbitre. C'est ça. Donc, on doit repartir sur l'éducation. Si vous permettez, j'aimerais conclure cette interview par une anecdote personnelle iranienne qui m'a profondément touchée et qui peut aussi répondre à cette question de comment comprendre sans haïr. Et cette réponse, cette clé d'amour finalement vient d'un Iranien lui-même que j'ai rencontré. Il s'agissait d'un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air iranienne qui avait été abattu sur le front par les forces irakiennes pendant la guerre Iran-Irak. Ce monsieur a fait une quinzaine d'années de prison. Il a été retenu dans les geôles irakiennes, torturé tous les jours avec des simulations d'exécution régulières. Et après 15 ou 15, 10, je crois 18 ans, finalement, il a été libéré. Il est venu à notre bureau pour faire le récit de sa détention, pour que nous puissions documenter nos rapports. Et je vois arriver dans ce bureau un homme à la barbe blanche, peigné, extrêmement soigné, très élégant, très digne, qui s'asseye en face de moi et qui me raconte son histoire. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous êtes rayonnant, monsieur, vous avez l'air lumineux, vous êtes devenu vraisemblablement déjà un ambassadeur de la paix parce que vous donnez des conférences à droite à gauche sur votre témoignage, sur votre détention sans la moindre haine pour vos geôliers. Comment faites-vous? Et il m'a dit, vous savez, pendant toutes ces années, oui, j'ai été torturée tous les jours par mes geôliers, mais je ne les ai jamais haïs. Jamais. Et le jour où j'ai été libérée, ce sont eux qui pleuraient. Mes geôliers pleuraient le jour où je suis partie. Comme si cette posture de presque compassionnelle venant d'un homme dans sa plus grande vulnérabilité avait ouvert quelque chose chez ces hommes, chez ces tortionnaires, et les avait rendus un peu plus humains. Et j'aimerais clore cet entretien sur ce témoignage et peut-être sur vos mots de clôture à vous, cher François, dont je remercie l'attention et la disponibilité pour avoir répondu à mes questions ce soir. L'Iran est une force stabilisatrice de la région, a toujours été une force stabilisatrice de la région, mais on ne pourra jamais lui reprocher, on pourra jamais lui reprocher quelque chose, c'est son incohérence, parce que l'Iran a toujours été cohérent. Ils ont toujours défendu la cause palestinienne. Et aujourd'hui, l'Iran représente beaucoup plus que l'Iran. L'Iran, j'espère, est et restera un grand, un immense et le plus beau des poèmes. Merci beaucoup, François Mellan. Merci. À très bientôt. Merci à vous, Isabelle. Planète Vagabonde est un média indépendant qui propose une information 100% humaine, traitant de l'actualité selon plusieurs angles, par l'inspiration et l'exemplarité, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion. Mes invités s'expriment librement et leurs propos n'engagent qu'eux. Si vous souhaitez soutenir un journalisme libre en faveur de la liberté d'expression, merci de souscrire à une formule d'adhésion sur www.planetvagabonde.com. Merci beaucoup.